Vous sprintez dans les rues en ruine de Seattle, le sol tremblant violemment sous vos pas. On a l'impression que le monde s'effondre alors que la terre se transforme en liquide sous vos pieds. La panique s'installe alors que des incendies font rage et les bâtiments s'effondrent. Votre seule pensée est de vous rendre dans les montagnes, d'atteindre un lieu sûr. Puis soudain, tout devient silencieux. Les secousses s'arrêtent. Vous vous retournez et votre cœur s'arrête. Un immense mur d'eau de plus de 30 mètres de haut domine la ville, prêt à tout anéantir sur son passage. Ce n'est pas un film catastrophe, c'est la réalité, et cette vague, elle vient pour vous. Bienvenue dans cet épisode de The Infographic Show. Nous allons vous montrer l'apparence réelle d'un séisme de magnitude X sur l'échelle de Richter. Si vous êtes déjà allé en Californie, vous avez sûrement entendu parler du grand tremblement de terre qui va tous nous anéantir à cause de la faille de San Andreas. Un grand tremblement de terre pourrait survenir, mais probablement pas aussi loin au sud. C'est vrai, San Andreas et Dwayne The Rock Johnson nous ont menti. Alors que le sud de la Californie suscite la méfiance, le véritable problème se prépare dans les magnifiques forêts du nord-ouest du Pacifique, la zone de subduction de Cascadia. Et si ce séisme se produit, il sera plus terrifiant que vous ne pouvez l'imaginer. La zone de subduction de Cascadia s'étend sur 700 miles du nord de la Californie à la Colombie-Britannique, à environ 70 à 100 miles à l'intérieur des terres depuis le Pacifique. Seattle serait au cœur d'un potentiel séisme dans la région, comme un épicentre. Et comment sauriez-vous que ça arrive ? Imaginez que vous êtes près de la Space Needle. Soudain, il y a un changement dans l'air. Tous les chiens autour de vous commencent à aboyer sans arrêt à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Le premier signe du séisme, l'onde de compression, ou onde P, est arrivée. Se déplaçant rapidement à des fréquences très élevées, les humains ne peuvent ni l'entendre ni la sentir, mais les chiens et autres animaux le peuvent, et ils comprennent que quelque chose ne va pas bien. L'onde de compression est libérée avant le début du grondement du séisme. Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup de temps, c'est suffisant pour que les gens se mettent à l'abri, que les transports en commun s'arrêtent et évacuent, et que les gens sortent des ascenseurs. Au Japon, les ondes de compression déclenchent des alarmes précoces, qui incitent les gens à prendre ces précautions. Malheureusement, dans le nord-ouest du Pacifique, hormis les aboiements de Fido, aucune alarme d'avertissement précoce n'a été installée. La zone de subduction de Cascadia n'a été comprise que tardivement, après que la région ait été peuplée. Elle a également une combinaison unique d'expériences de tremblements de terre très destructeurs mais très rares, ce qui a rendu le besoin de systèmes de détection de tremblements de terre moins pressant. Soudain, le bruit des chiens qui aboient a couvert par le bruit du grondement et du craquement du sol. La deuxième vague, plus mortelle, connue sous le nom de vague S ou vague de cisaillement, est arrivée, et il est impossible d'y échapper. La vague de cisaillement est due au stress entre les deux plaques tectoniques d'Amérique du Nord. Elle se rencontre à la zone de subduction, la plaque Juan de Fuca, nom trop insolent pour une chose provoquant des séismes mortels, glissant sous la plaque nord-américaine. Malheureusement pour Juan, la plaque nord-américaine est coincée à sa place car elle est coincée contre une autre plaque. Donc au lieu de se déplacer paisiblement l'une autour de l'autre, Juan de Fuca finit par gratter violemment sous la plaque nord-américaine, faisant monter cette dernière. De temps en temps, le lent grincement accumule du stress, jusqu'à ce qu'il devienne plus un glissement lourd, causant des ravages sur le sol au-dessus. Cela rapproche la zone d'un tremblement de terre de 10 sur l'échelle de Richter, ce que les scientifiques pensent actuellement être possible, en l'absence de quelque chose de fou, comme un astéroïde frappant la Terre qui causerait théoriquement un tremblement de terre beaucoup plus grand. Les scientifiques doutent de l'existence de failles terrestres, capables de provoquer un séisme de magnitude X sur l'échelle de Richter. Cependant, ils n'ont que récemment compris la profondeur et le danger de la zone Cascadia. Un 10 sur l'échelle de Richter est 10 fois plus dévastateur qu'un 9 car l'échelle est exponentielle. Dans le passé, des tremblements de terre dans la zone 9-10 comme au Chili et au Japon ont causé des dizaines de milliers de morts et ont rayé des villes entières de la carte. Mais la zone Cascadia inquiète les scientifiques car ils pensent qu'un événement ici pourrait être encore plus mortel. De retour à Seattle, les bâtiments se fissurent et se brisent tout autour de vous. Lors d'un tremblement de terre, vous savez qu'il faut vous mettre à l'abri, mais les débris de béton qui tombent autour de vous, compliquant la tâche. Le sol lui-même bouge comme une vague, vous faisant perdre l'équilibre et rendant même la station debout difficile. Vous courez vers les collines à l'est, tentant d'atteindre un terrain plus élevé pour éviter les débris qui s'effondrent autour de vous. Vous regardez en bas pour voir quel est le problème, et vous remarquez que le sol se liquéfie sous vos yeux.
Une grande partie du nord-ouest est bâtie sur du sable et du limon. Certains scientifiques disent qu'un Richter Dix pourrait atteindre jusqu'à 30 minutes ininterrompues de secousses, ce qui finirait par faire agir le sol lui-même comme un liquide. Alors que vous tentez de vous rappeler des astuces des dessins animés pour échapper au sable mouvant sous vos pieds, vous voyez des gratte-ciel entiers glisser et s'enfoncer littéralement dans le sol. Avec beaucoup d'efforts, vous vous rapprochez de la colline que vous avez repérée, mais vous vous arrêtez net car un énorme glissement de terrain dévale la colline droit vers vous. En fait, des glissements de terrain se produisent partout. Les rues se remplissent de boue et de terre, délogées des collines environnantes et rendant les lieux impraticables. Vous devez trouver un abri, et vite. L'hôpital juste à côté de vous, que vous pensiez peut-être construit plus solidement que tout ce qui l'entoure, s'est fissuré. Presque aucun bâtiment au monde n'est conçu pour résister à un séisme de magnitude X sur l'échelle de Richter, une catastrophe naturelle qui anéantirait la civilisation. Des fils électriques se rompent partout, et des produits chimiques dangereux se déversent de tous leurs lieux de stockage ou d'utilisation, incluant l'équipement hospitalier. La combinaison de produits chimiques et d'étincelles provoque des incendies dans toutes les directions, presque aussi loin que l'œil peut voir. Comme le sol bouge et glisse, les incendies sautantes à sa surface sont également assez mobiles pour le moment. Quelques minutes plus tard, le grondement et le craquement incessant sous vos pieds cessent. Vous regardez autour de vous alors qu'un dernier morceau de cloison sèche naviguant dans l'air tombe à côté de vous. Un petit moment de silence. Mais vous savez qu'autre chose arrive, quelque chose de grand et potentiellement insurmontable. Lorsque la zone de subduction de Cascadia provoque un séisme, le sol du Juan de Fuca pourrait s'enfoncer de 6 pieds sous la plaque nord-américaine. Ces 6 pieds, lorsqu'ils sont répartis sur une grande partie de la côte pacifique, représentent beaucoup d'eau déplacée en une seule fois. Vous atteignez enfin le sommet de la colline et contemplez l'océan Pacifique. Au loin, vous voyez quelque chose d'étrange. Une énorme masse d'eau s'est élevée au milieu de l'océan. L'eau de mer est bien plus éloignée que d'ordinaire, révélant des centaines de pieds de rochers sous-marins et de poissons échoués sur le sable. Puis la masse d'eau commence à tomber. Vos cheveux se dressent sur la tête en réalisant la signification de cela. Le tsunami arrive. Mais il ne forme pas une grande vague classique. Au lieu de cela, on dirait que tout l'océan s'est élevé de 30 mètres et se précipite vers le rivage. Et vous n'avez pas plus de 10 à 30 minutes pour vous en sortir. Il vous faudra une colline plus grande. Vous observez les montagnes des Cascades à l'est. Votre voiture est ensevelie sous des couches de béton. Et même si vous en voliez une autre, les policiers ne toléreraient pas ce crime. Comment allez-vous y arriver ? La route entière menant à la montagne est fissurée. D'énormes morceaux manquent. Un pont plus loin a été complètement détruit. Des poutres d'acier dépassent de la rivière en dessous. Alors, que faites-vous ? Vous fuyez à toute vitesse sans vous retourner. Les tsunamis figurent parmi les catastrophes naturelles les plus meurtrières. La meilleure façon d'éviter de mourir dans un tsunami est de ne se trouver nulle part près de l'endroit où il frappe, ce qui n'est pas encourageant lorsque vous voyez un mur d'eau déferler sur la côte ouest de Seattle en direction de vous. Vous courez à toute vitesse, grimpant de plus en plus haut pour survivre. Vous vous retournez une seconde et voyez que le tsunami a dépassé les premiers bâtiments de la ville, et ce n'est plus seulement de l'eau. La vague rapide pousse des camions, des poteaux électriques, des murs de maisons et un tas de débris massifs, emportant tout sur son passage. Aucun humain ne peut rivaliser avec cela. L'eau n'a besoin de se déplacer qu'à un peu moins de 11 km par heure pour renverser un homme adulte, et c'est lorsque l'eau n'atteint que vos chevilles. Mais l'eau est trompeuse et dangereuse. Elle n'a pas besoin d'être trop rapide ou profonde pour vous faire tomber. Et cette eau n'est pas à vos chevilles. Elle est située entre 50 et 100 pieds au-dessus du niveau de la mer et se déplace à près de 15 miles par heure. C'est la hauteur d'un immeuble de 4 à 7 étages qui se déplace à la vitesse d'un taureau à Pampelune. Vous vous dirigez vers la montagne en sprintant, empruntant un passage terrestre connu pour éviter le pont détruit. La scène est un chaos et une confusion totale alors que vous sprintez vers la montagne aux côtés de plus de 70 000 personnes fuyant la ville. Certains, les plus désespérés ou athlétiques, atteignent la marque des 100 pieds bord de la montagne, alors que le tsunami passe juste en dessous. Vous trouvez un champ ouvert loin de tous les grands arbres, et vous survivez aux nombreux répliques incroyablement puissantes du méga désastre qui vient de se produire. Pendant que vous attendez de l'aide, vous regardez Seattle en contrebas, la ville complètement détruite, les bâtiments engloutis et l'eau recouvrant tout. La lueur d'espoir est qu'au moins le tsunami a éteint les incendies. Un séisme de magnitude X sur l'échelle de Richter détruit quasiment tous les bâtiments et infrastructures.
Vous regardez vers l'est, et voyez que tout jusqu'à l'Interstate 5 ressemble à une zone touchée par une bombe nucléaire, ce qui n'est pas loin de la vérité. Lors du séisme de 1960 au Chili, d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter, plusieurs personnes ont cru à une attaque nucléaire à cause de l'escalade de la guerre froide. La réalité est encore pire. Un séisme de magnitude X sur l'échelle de Richter libère autant d'énergie qu'un million de bombes nucléaires comme celles larguées sur Hiroshima. Nous vous rappelons que la bombe nucléaire larguée sur cette ville a instantanément tué 78 000 personnes et a rasé d'énormes parties de la zone métropolitaine. Et nous vous laissons imaginer à quel point 1 million de ces bombes seraient catastrophiques. Et les dégâts ne s'arrêtaient non pas là. Le tsunami n'a pas seulement frappé ici, une deuxième vague a atteint le Japon, et une autre le Chili, inondant les grandes villes et anéantissant tout sur leur passage. Un séisme de magnitude X sur l'échelle de Richter menacerait presque toute la planète. L'infrastructure, les villes et la civilisation seraient si endommagées que la reconstruction dans une durée de vie humaine serait quasi impossible. Même si le gouvernement et les services d'urgence pouvaient envoyer de l'aide, il leur faudrait des semaines pour traverser les cols de montagne, complètement bloqués par des glissements de terrain, sur des ponts effacés de la carte par le tsunami, en utilisant des routes qui ressortent en éclats tranchants de la terre en dessous. Vous vous demandez sûrement quelle est la probabilité du séisme que nous venons de décrire. Au cours des 10 000 dernières années, il y a eu 41 tremblements de terre dus au stress accumulé dans la zone de subduction du nord-ouest du Pacifique. Cela signifie environ un tremblement de terre tous les 243 ans. Le dernier séisme de ce type s'est produit en 1700. Pour ceux d'entre vous qui sont bons en maths, vous pourriez commencer à paniquer, car il aurait dû y avoir un autre tremblement de terre vers 1943, et nous avons plus de 80 ans de retard. La bonne nouvelle est que la plupart des scientifiques pensent qu'un tremblement de terre de subduction dans cette région ne dépasserait probablement pas 9,2 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre de magnitude 9,5 au Chili s'est produit sur une faille de plus de 1000 miles de long, tandis que la faille de Cascadia mesure environ 700 miles. Un tremblement de terre ici ne sera donc pas une catastrophe mondiale, mais simplement une catastrophe régionale. Alors, que devriez-vous faire si vous vivez dans le nord-ouest Pacifique ? Renforcez votre maison, apprenez les consignes de sécurité en cas de séisme et gardez espoir. Ayez un chien, il détectera un tremblement de terre avant tout le monde. Découvrez les pires catastrophes naturelles de l'histoire, ou regardez plutôt cette vidéo,